pour une grande vidéo de méthode sur la dissertation sur œuvre. Alors cette vidéo sera assez longue, vous ne pouvez certainement pas l'assimiler en entier en l'écoutant une fois et en recopiant une fois. Donc je vous conseille de faire des pauses et d'y revenir, d'accord? Alors la dissertation sur œuvre, elle est au choix avec le commentaire composé. Vous pouvez choisir soit le commentaire, soit la dissertation. Attention, comme il y a 3 œuvres différentes pour chaque objet d'étude en fonction du professeur, choisissez bien l'œuvre que vous avez vue en classe et ne partez pas sur une œuvre que vous n'avez pas étudiée dans l'année. C'est bête, mais ça peut arriver. Alors, le principe de la dissertation sur œuvre, c'est de discuter d'une thèse à propos de l'œuvre. Discuter, étymologiquement, ça veut dire briser en morceaux, ça veut dire lacérer quelque chose. Ça veut dire qu'on va prendre la thèse et on va l'examiner sur toutes ses coutures, on va la décortiquer. D'abord, on va prendre beaucoup de temps à analyser le sujet. Alors le sujet, ça peut être une citation qu'on va commenter, ça peut être une question ouverte ou ça peut être une question fermée. Une question fermée, c'est quand on peut répondre que par oui ou par non. Par exemple, ici, voici 3 exemples de sujets de dissertation sur le rouge et le noir de Julien Sorel. Le premier, c'est une citation, on vous demande si vous êtes d'accord. Le deuxième, c'est une question ouverte, fermée. Et la troisième, c'est une question ouverte. On ne peut pas répondre juste par oui ou par non. Cette étape de l'analyse du sujet, elle est longue, elle est fondamentale. Donc la première chose que vous devez faire, c'est écrire le sujet sur une feuille et y réfléchir longuement. Il faut vous creuser la tête. C'est pas le français, ça n'est pas du blabla, c'est pas je dis tout ce qui me passe par la tête au début puis c'est bon, ça suffira bien. Il faut longuement réfléchir, ne présumez pas et qui veut aller loin ménage sa monture. Alors je vous donne un exemple de sujet. Sur les fleurs du mal, la poésie sur la laideur est-elle possible? Alors comment est-ce qu'on fait pour analyser le sujet? On va repérer les mots-clés. Par exemple, on va repérer le mot-clé poésie, on va l'écrire. Et on va écrire à côté tous les mots, toutes les notions, toutes les réflexions qui nous passent par la tête avec le mot poésie. On va chercher les définitions et on va chercher les éléments intéressants. Donc, par exemple, qui dit poésie dit, vous allez tout de suite dire versification, les vers. Qui dit poésie dit image. Qui dit poésie dit sentiment. On va parler d'une certaine harmonie en poésie. Ça nous fait penser à fleurs dans les fleurs du mal. Ça peut nous faire penser à l'idée qu'une poésie c'est très travaillé, etc., etc. Moi je vais m'arrêter là, mais vous devez écrire des dizaines et des dizaines de mots. Vous prenez un autre mot-clé, laideur, et puis vous faites pareil. Ah bah tiens, la laideur c'est l'inverse, ça implique l'inverse de l'harmonie. Ça va me créer un petit problème avec le mot poésie. La laideur, ça dépend des codes, alors il faut définir qu'est-ce qui détermine ce qui est laid ou pas. Ça nous donne l'idée de repoussant, ça nous donne l'idée que ça peut être à l'intérieur ou à l'extérieur, ça fait référence plutôt à mal dans les fleurs du mal, etc., etc. Donc je décortique comme ça, je donne toutes les idées, je travaille les notions, je travaille les nuances. Et je vais aboutir à différents problèmes, puisque les mots-clés entre eux vont pouvoir créer des problèmes, des dissonances. Écrivez donc les mots du sujet sur votre brouillon et écrivez aussi toutes les notions auxquelles ils vous font penser. Il y a presque toujours un mot polysémique, il y a toujours des nuances. Voyez donc les nuances et les différentes définitions qu'on peut faire sur chacun d'eux. Alors il ne faut pas seulement regarder les mots-clés, c'est comme en histoire, il faut aussi regarder les mots de liaison. Il faut essayer de comprendre et de jouer sur les mots de liaison. Petit à petit, vous voyez où l'on veut en venir. Vous faites ressortir un problème ou une nuance qu'il faut éclairer. Grand 2, le travail au brouillon. Vous pouvez à présent trouver une problématique. Si le sujet est une citation, vous posez la question que la citation soulève. Si le sujet est une question, vous la reformulez avec les nuances et les problèmes que vous avez soulevés. Une fois que la question est posée, voyez si vous allez répondre oui, non, et comment on peut aller encore plus loin. Vous allez petit à petit construire votre plan. Alors, ce plan, ce peut être un plan thématique. Alors, quand c'est un plan thématique, ça veut dire qu'on répond entièrement oui, entièrement non, sans jamais voir l'élément adverse, l'opposition à notre thèse. Je réponds oui, et je donne 3 raisons pour dire oui, ou je réponds non, et je donne 3 raisons pour dire non. C'est le plan qu'on est obligé de choisir si on a une question ouverte.
Alors, je vais vous donner des exemples qui ne sont pas des exemples littéraires pour que ce soit plus simple à comprendre. La question « Harry Potter est-elle un bon sorcier ?» Je vais choisir de répondre oui. Et je vais répondre oui pour 3 raisons. Oui, parce qu'il est doué à Poudlard. Grand 2, oui, parce qu'il a battu Voldemort. Grand 3, oui, parce qu'il pratique les valeurs de la sorcellerie, l'amitié, le don de soi, etc. À la question « Spider-Man est-il meilleur que Batman ?» Je vais choisir de répondre non, sans aucune concession. Non, parce que Batman a une Batmobile. Non, Batman est plus riche que Spider-Man. Et non, Batman est plus stable que Spider-Man, qui est un jeune homme, un adolescent, et donc qui part en freestyle à n'importe quel moment. Donc vous voyez, je ne fais aucune concession à Spider-Man, je réponds tout entièrement non, c'est un plan thématique. Le premier plan que vous pouvez donner, c'est un plan thématique qui donne 3 raisons de répondre oui ou non à la problématique. Le deuxième plan, c'est un plan dialectique. Dialectique comme dialogue. Alors, on va répondre oui ou non, mais on va tomber d'accord avec quelques arguments pour la partie adverse. Ça s'appelle des concessions. Je vais accepter ça et ça, mais je vais quand même garder cette opinion-là. Alors, à la question « Harry Potter est-il un bon sorcier ?» je vais répondre oui. Mais je vais commencer par faire une concession à la partie adverse. Alors certes, il est moins bien que Hermione en classe à Poudlard. Mais bon, il a quand même vaincu Voldemort, c'est un bon sorcier. En fait, je dépasse, je vais encore plus loin. En fait, être un bon sorcier, c'est avoir la valeur du courage et de l'amitié. Donc Hermione, Harry sont des bons sorciers parce qu'ils sont bons, tout simplement. À la question « Spider-Man est-il meilleur que Batman ?» je vais répondre non. Mais je vais quand même donner quelque chose à Spider-Man. Certes, Spider-Man a des qualités, notamment sa fougue, la fougue de la jeunesse, mais la sagesse de Batman, elle est incomparable. On ne peut pas faire mieux que cette sagesse qu'a Batman. En fait, je vais encore plus loin, Batman, il est meilleur que tous les super-héros réunis. La première partie où j'ai accepté quelque chose, j'ai donné quelque chose à la partie adverse, ça s'appelle la concession. La deuxième, c'est quand je donne ma thèse. Et la troisième, si on est fort, c'est quand je vais dépasser ma thèse, je vais aller encore plus loin. Donc le deuxième plan qu'on peut choisir, c'est le plan dialectique. Il discute du sujet en commençant par une concession à la thèse adverse. Ça commencera par « certes ». Ensuite, il donne la thèse que vous défendez. Ça commencera par « mais » ou « toutefois » ou « cependant ». Et ensuite, on va dépasser la thèse dans une troisième partie. Ça commencera par « en fait » ou « in fine ». Attention, vous pouvez avoir l'impression que vous allez répondre oui et non, mais non, on ne se contredit jamais. On nuance en jouant sur le sens des mots. Dire oui puis non, c'est se contredire. Dire oui si, mais non si, c'est nuancer. D'accord? C'est là tout l'art de la dissertation. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on remplit les parties et les sous-parties. Donc c'est comme le commentaire des textes, on ne rédige pas au brouillon, mais on va chercher à remplir petit à petit en prenant quelques notes. Alors Julien Sorel est-il un personnage condamnable? Mettons que ce soit le sujet. J'ai trouvé 3 parties pour répondre dans un plan dialectique. Ensuite, je vais chercher 3 sous-parties, 3 arguments qui vont appuyer chacune de mes sous-parties. Donc là, par exemple, pour la partie 1, j'ai trouvé 3 arguments qui seront 3 sous-parties. Et à l'intérieur de ces sous-parties, je vais trouver à chaque fois des exemples, des éléments. Ces exemples, ils viendront du rouge et le noir, mais je vais aussi pouvoir faire des petites comparaisons pour appuyer ma thèse et pour appuyer mes arguments avec d'autres œuvres que j'ai vues. Une fois le plan trouvé, vous chercherez des arguments et des exemples qui formeront les sous-parties. Les exemples doivent être tirés de l'œuvre. Ce peuvent être, ou ce peut être, des citations qui sont toujours à propos. C'est-à-dire qu'on ne prend pas des citations qu'on a appris par cœur, on le copie-colle comme ça, elles doivent toujours avoir un lien, évidemment, démontrer quelque chose, sinon on ne les cite pas. Ce peut être des citations à propos, ce peut être des éléments du texte ou de sa critique, c'est-à-dire des gens qui ont écrit sur le texte. On attend aussi la comparaison avec d'autres œuvres du parcours. Alors, les différents pièges dans lesquels vous pouvez tomber. Le piège numéro 1, c'est le hors-sujet avec son ami qui est récité son cours. Par exemple, si j'ai une question sur les fleurs du mal, est-ce qu'on peut faire de la laideur dans la poésie, et que je récite pendant 3 pages la vie de Baudelaire, parce que j'ai appris par cœur la vie de Baudelaire, ça ne répond pas du tout à la question, ça n'a aucun intérêt. Vous êtes peut-être tout fiers parce que vous avez appris des pages et des pages entières par cœur, mais ce n'est pas le sujet ici, d'accord? Alors, le remède,
c'est de se référer sans cesse au sujet et à la problématique. Vous devez toujours y revenir, y faire référence. Il y a plein de copies, on répond à la problématique seulement dans la conclusion. Ça veut dire que pendant tout le développement, on a parlé d'autre chose. Donc vous reprenez sans cesse les mots, vous y revenez sans cesse. Deuxième piège, se contredire. Pour cela, il faut nuancer. On ne dit pas oui et non. On ne dit pas je vais répondre oui, puis je vais répondre non. Troisième piège, perdre le lecteur. Pour cela, il faut appliquer la méthode à la lettre. Encore une fois, le français, ça doit être structuré. Ça n'est pas du blabla, on ne part pas dans tous les sens. Enfin, vous pouvez mal écrire, que ce soit graphiquement, orthographiquement, syntaxiquement. Et surtout, vous pouvez n'avoir aucune connaissance sur l'œuvre parce que vous avez lu ça rapidement pendant l'année, puis vous n'avez pas écouté vos cours et vous n'avez pas pris de notes pendant les cours. Donc là, il y a un seul remède, il faut travailler toute l'année. Encore une fois, le français n'est pas du blabla, d'accord ? Il faut travailler longuement et rigoureusement. Reprenez donc sans cesse les mots de la problématique et les mots du sujet. Une fois le plan rempli d'arguments et d'exemples, on rédige au brouillon l'introduction et la conclusion, d'accord ? C'est les seules choses qu'on va rédiger au brouillon. Alors on y va avec l'introduction. L'introduction comporte 3 paragraphes avec des alinéas par pitié, sans sauter de ligne. Je vous montre ici une introduction. Alors, dans mon premier paragraphe, j'ai commencé par accrocher le lecteur pour amener le sujet. Donc ici, j'ai utilisé une citation de La Fontaine, mais c'est une citation qui est à propos, qui n'est pas copier-coller comme ça au hasard. Je vais me servir de cette citation pour discuter d'un petit problème. Et je vais arriver à la fin de mon premier paragraphe par le sujet. Donc ici, j'ai pris une toute petite liberté, je ne l'ai pas cité stricto sensu, le sujet est là. Et là, j'ai un peu nuancé ma phrase, mais on reconnaît bien que c'est le sujet. Dans le deuxième paragraphe, je problématise. Donc je prends le sujet et j'explique quels sont les petits problèmes que ça va nous poser. C'est important d'utiliser un mot comme toutefois, néanmoins, cependant, or, pour montrer qu'il y a un petit truc, un point d'achoppement sur lequel on va pouvoir faire une dissertation. Je termine ce paragraphe par la problématique. Enfin, donc la problématique c'est toujours juste avant le plan. Le troisième paragraphe, ça sera les 3 parties du plan, 3 phrases pour 3 sous-parties, et on va reprendre les mots de liaison. Alors ici, j'ai pas fait un certes mais en fait, j'ai fait un certes cependant en fait. Mais on reprend les 3 mots qui vont permettre d'agencer nos arguments. Alors, le premier paragraphe, c'est le sujet. Vous donnez une amorce pour situer le sujet dans un contexte plus large. Ce premier paragraphe se termine par la citation du sujet. Ensuite, le deuxième paragraphe, c'est la problématisation. Vous définissez les mots-clés du sujet, vous donnez toutes les nuances possibles et vous aboutissez peu à peu à un problème. Ce deuxième paragraphe se termine par la problématique. Enfin, troisième paragraphe, annonce du plan. Il répond toujours le plan à la problématique. Vous annoncez les 3 parties, vous n'annoncez pas les sous-parties, c'est trop lourd. Les 3 parties en utilisant les mots-clés. Si c'est un plan thématique, vous allez dire oui, car et car. Si c'est un plan dialectique, vous allez dire certes, mais en fait. Ainsi, votre commentaire va ressembler à ça. Donc ici, vous voyez, on n'arrive pas à lire, mais même de loin, je peux deviner où sont les différents éléments. Le premier bloc où on n'a pas sauté de ligne, c'était l'introduction. Le dernier bloc, avec seulement 2 paragraphes, c'est la conclusion. Passons au développement. Donc c'est comme pour le commentaire de texte, on peut voir les blocs, la partie 1 ici, avec 4 paragraphes joints, la partie 2 qui commence là, avec 4 paragraphes joints, et la partie 3 ici. C'est comme pour le commentaire de texte, le premier paragraphe, c'est le paragraphe repère qui va nous permettre de faire les transitions et d'avancer dans le raisonnement. Ensuite, les paragraphes suivants, ce sont les arguments, les sous-parties A, B et C. Alors, pour préciser un petit peu comment on fait une partie, je vais me concentrer ici sur la partie 2. Je rappelle en début le sujet, doit-on argumenter à partir de récits imagés plutôt que de manière directe? La partie 2, j'ai mon premier paragraphe qui est un paragraphe repère. Alors, je commence mon paragraphe repère par rappeler ce que j'ai fait dans la partie 1. Je rappelle la concession dans la partie 1. Et donc, je vais nuancer. On a montré que l'argumentation directe, elle semble plus claire. Ensuite, j'annonce ma thèse, la partie 2. Mais il n'est pas certain que la clarté soit le seul élément qui permette de convaincre ou persuader. Il faut avant tout frapper les esprits. Pour cela, les récits imagés semblent plus efficaces.
Donc j'ai bien nuancé et j'ai donné ma partie 2, elle ne contredit pas ma partie 1. Ensuite, dans la deuxième phrase, j'annonce les 3 éléments, les 3 arguments qui vont pouvoir montrer que les récits imagés sont efficaces. Ils peuvent nous persuader en passant par le rire, par l'empathie ou par la révolte. Ces 3 sous-parties, je vais les reprendre bien clairement, je vais reprendre les mêmes mots en début de chaque sous-partie. Donc, rang 4, le développement. À chaque partie correspond un bloc comprenant 4 paragraphes joints. Désolé. Premier paragraphe, le paragraphe repère. Il fait la transition avec la partie précédente, il annonce la thèse qu'on va défendre dans la partie, et il annonce les 3 arguments qui vont défendre cette thèse. Ensuite, les 3 arguments qui correspondent à 3 sous-parties sont les 3 paragraphes suivants. Formulez clairement l'argument en début de paragraphe. Ne perdez jamais de vue la problématique ni le sujet. Et n'oubliez pas les exemples. On ne récite jamais son cours, jamais, si ça n'appuie pas un argument. Le cours, c'est seulement pour argumenter. Enfin, vous n'oubliez pas de sauter des lignes entre les parties. On termine avec la conclusion. La conclusion est rapide, elle comporte 2 paragraphes. Premièrement, le bilan. Vous récapitulez les 3 parties en 3 phrases et vous répondez à la problématique. Enfin, l'ouverture. Alors l'ouverture, c'est très difficile à faire quand on a une dissertation. Il faut trouver une question qui soit littéraire ou artistique, annexe, c'est-à-dire qui est proche du sujet. C'est une question précise, c'est pas une question vague, type oh là là, les hommes vont-ils un jour tous s'aimer, ou arrêterons-nous un jour de faire la guerre. Par pitié, essayez d'avoir une référence intelligente à quelque chose de littéraire ou d'artistique et ne dites pas de banalité. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo sur la conclusion. Je vous propose maintenant de vous mettre au travail et de réussir au mieux cet exercice qui en fait n'est pas si dur que ça et qui est très intéressant. Au revoir et à la prochaine.